Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bienvenue sur notre tout premier podcast d'interview des rendez-vous de l'infra. Et pour cette première, nous avons l'immense honneur d'accueillir Xavier Piéchazic. Bonjour Xavier. Bonjour. Ingénieur des travaux publics de l'État et ingénieur en chef des ponts et chaussées, tu as occupé des postes de direction dans les transports au ministère de la Transition écologique, qui était de l'équipement à l'époque, et plus particulièrement sur des sujets du réseau routier. Puis en 2012, tu es devenu conseiller auprès du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et enfin du Président de la République, François Hollande. Et c'est en 2025 que tu as rejoint RTE, où tu occupes maintenant depuis 2020 le poste de président du directoire de RTE. C'est bien cela. J'ai été conseiller de Jean-Marc Ayrault de mai 2012 à avril 2014 et après j'ai donc effectivement été conseiller du président de la République jusqu'au mois d'octobre 2015. À cette date, j'ai rejoint donc, RTE comme mandataire social, membre du directoire, puis nommé président à l'été 2020. D'accord. Comment fait-on pour en arriver à conseiller un Premier ministre, un président de la République ? Oh, c'est une affaire compliquée, il n'y a pas de règle. Lorsque un Premier ministre constitue son cabinet, il cherche à la fois des conseillers qui sont engagés, qui sont d'accord avec les politiques publiques qu'il veut mener, et à la fois des spécialistes des secteurs. Et par ailleurs, j'avais fait de l'aménagement, j'avais fait des infrastructures, j'avais fait des transports, à la fois de l'infrastructure, mais aussi des services de transport, puisque j'ai travaillé à la direction des services des transports où j'avais fait beaucoup de ferroviaire. J'avais une culture générale de l'énergie et j'avais fait dans ma vie des constructions publiques. Et donc, et par ailleurs, lorsqu'on fait des infrastructures, on apprend à faire de l'environnement. Et comme j'avais fait beaucoup d'infrastructures dans ma vie, je m'étais confronté depuis très longtemps à la fois donc, à des questions de concertation, de débat public. Donc j'étais à une époque très ancienne, une forme de spécialiste. Et aussi au droit de l'environnement et donc à la question des écosystèmes, de l'écologie, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle le Premier ministre m'a proposé d'être conseiller de l'ensemble de ces domaines, ça veut dire des transports, de l'environnement, de l'énergie, du logement, donc par voie d'extension de la construction et de la politique de la ville. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve dans un cabinet du Premier ministre ? En fait, son nom remonte par plusieurs canaux. Et lorsque son nom remonte, lorsque le Premier ministre se demande par qui est-ce qu'il va s'entourer, lorsque son nom remonte plusieurs fois par plusieurs canaux, on est appelé et donc on vous propose de devenir ce conseiller du Premier ministre. C'est ce qui m'est arrivé en mai 2012. D'accord. Et donc, un peu naïvement peut-être, mais commencer de travailler dans un cabinet ministériel et surtout un cabinet de Premier ministre ou même de Président de la République. C'est pas la même chose du tout. Commencer de travailler dans un cabinet du Premier ministre, c'est en fait une fonction d'abord de conseil du Premier ministre, mais aussi de délégation, puisque quand on est conseiller du Premier ministre et chef de pôle lorsque je l'étais, on a de fait une délégation du Premier ministre via le directeur de cabinet pour prendre des orientations, pour décider, pour prendre des arbitrages finalement entre les positions des différents ministères pour bien conduire les objectifs qui ont été fixés par la majorité. Et donc, c'est à la fois une fonction de conseil, mais c'est aussi une fonction de décision et de délégation qu'on exerce tous les jours dans des réunions interministérielles ou dans des réunions particulières. Donc, le boulot quotidien d'un conseiller du Premier ministre, c'est ça. C'est à la fois une fonction de conseil vers le haut et donc une fonction de décision par voie de délégation. D'accord. Avec beaucoup de relations avec l'administration publique ou peut-être un peu moins au niveau Premier ministre, Président ? Avec des relations avec tout le monde, ouais. avec des relations avec les ministres, avec les cabinets des ministres, avec l'administration des différents ministères, mais aussi des relations avec
les entreprises, les fédérations professionnelles, bien évidemment les élus, le Parlement, l'Assemblée, le Sénat, les grands élus locaux. Lorsqu'on est à Matignon, on est relativement exposé, donc on a des relations avec tout le monde. Il faut écouter tout le monde d'ailleurs. Quelle est la plus forte décision que tu aies prise et qui a impacté, influencé le reste de ta carrière? Une décision personnelle? Oui, par exemple. La décision que j'ai prise à contre-courant, c'est qu'à la fin de l'ENTPE, j'ai décidé de faire une thèse en sciences politiques. Et à l'époque, c'était pas du tout la mode. Voilà. Et je me souviens que la direction des ressources humaines de mon ministère m'avait conseillé de ne pas le faire. Et moi, j'ai décidé de le faire parce que j'en avais envie. Et si j'ai un conseil à donner, c'est faites ce dont vous avez envie d'abord. D'accord. Beaucoup t'ont suivi après parce qu'il y a un double cursus avec Sciences Po maintenant. Absolument. À l'ENTPE. J'ai été parmi les premiers, absolument, les précurseurs. Et donc, pourquoi tu as choisi ces domaines d'activité, donc l'énergie, l'environnement, les transports, le logement? Moi, j'ai intégré le NTPE et j'ai fait une thèse à Sciences Po parce que j'étais à la fois donc intéressé par la chose publique, par le service public, j'étais intéressé par la construction et j'étais intéressé par les politiques publiques, les processus de décision qui conduisent à faire des opérations d'aménagement ici et là. En gros, j'ai été intéressé par l'aménagement du territoire. Et donc, quand on est intéressé par l'aménagement du territoire, assez naturellement, on se retrouve dans le monde des transports, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction et de l'énergie, puisque au final, ça y revient. Et ensuite, tu t'es dirigé progressivement donc des transports, puis vers l'énergie. Pourquoi tu as fait ce choix-là? J'ai fait ce choix-là parce que j'ai découvert l'énergie après le monde des transports, à la fin des années 2000, et que j'ai trouvé que ce secteur était passionnant, plein d'avenir. Donc c'est pas une réorientation, c'est une évolution naturelle. J'aurais aussi pu continuer à travailler dans les transports. Il s'avère qu'à cette époque, on commençait à parler de transition énergétique. La question du mix électrique, elle devenait absolument centrale. Et moi, j'ai trouvé que c'était là que les défis étaient pour demain les plus intéressants. Merci. On va revenir maintenant un peu plus au présent. Donc, quelles sont les grandes missions du président du directoire de RTE? Quel est son rôle au quotidien? C'est drôle parce qu'on me pose souvent la question de me demander à quoi j'occupe mes journées. Alors déjà, je veux dire qu'elles sont bien occupées. J'en doute pas. Un président du directoire, ça fonctionne comme un PDG d'une entreprise. Donc, mon activité, elle fonctionne comme celle d'un PDG d'une entreprise. Il y a une différence, c'est que dans une entreprise à directoire, il y a une forme de collège décisionnel. En l'occurrence, chez RTE, on est 5. C'est moi qui ai choisi qu'on soit aussi nombreux parce que j'aime bien la collégialité. Et donc, le boulot du président du directoire de RTE, c'est une forme de fonction de PDG. Donc, c'est à la fois stratégique et très exécutif. Mais c'est aussi donc une fonction d'animation d'un collège de décision pour toutes les grandes décisions d'achat, d'investissement et aussi toutes les grandes décisions d'orientation stratégique de l'entreprise. Donc c'est le mélange de tout ça. Après, la vie quotidienne d'un président de RTE, je dirais que c'est 50% de mon temps tourné vers l'interne de l'entreprise, parce que j'en suis son premier manager, donc je m'occupe de la vie interne de l'entreprise. Je préside le COMEX, je préside le directoire, je préside un certain nombre de réunions, d'arbitrage, de décisions, d'orientation, de sujets très long terme et très stratégiques, mais à la fois de très court terme sur le management, sur les RH, sur les finances, etc. Et puis 50% du reste de mon temps, c'est plutôt tourné vers l'extérieur de l'entreprise, avec des rencontres de nos grands fournisseurs, des élus, parce qu'on implante de l'infrastructure dans les territoires, des parlementaires, parce qu'il y a beaucoup de textes qui passent sur l'énergie en ce moment, bien évidemment des ministres du gouvernement, la ministre de la Transition énergétique, du ministre de l'Économie et des Finances, etc. Donc je dirais 50% de ma vie tournée vers l'extérieur
de l'entreprise, y compris les médias d'ailleurs, beaucoup. Et puis 50% en tant que premier manager de cette entreprise, avec l'ensemble des tâches du manager, c'est-à-dire des tâches très long terme, mais aussi des tâches très court terme, très opérationnelles, d'encadrement de ces 9500 personnes. 9500 personnes, ça commence à être une grosse entreprise. Et donc, il faut être aussi un manager très opérationnel. À cet égard, moi, je me déplace très souvent. J'essaye de me déplacer 2 à 3 fois par mois, voir des salariés. C'était le cas hier. J'étais dans l'Ain, voir des équipes de maintenance. Sur un barrage, c'est ça? Alors, j'étais sur un barrage, mais je suis allé voir nos équipes de maintenance hier dans l'Ain, parce que moi, je considère être le premier manager de cette entreprise et j'ai besoin de sentir ce qui s'y passe, à la fois la raison pour lesquelles nos salariés sont contents, mais à la fois les raisons pour lesquelles, le cas échéant, ils ne seraient pas contents. Donc, une grosse partie de mon temps est consacrée à aller rencontrer nos propres salariés pour qu'on discute de ce qui leur va et de ce qui leur va pas. Merci. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus des missions de RTE et le rôle que cette structure joue pour les Françaises et les Français au quotidien. Peux-tu nous expliquer plutôt les missions de la structure? Alors RTE, c'est une grande entreprise, donc elle a en son sein plusieurs métiers. S'il fallait que je les résume, je dirais qu'on est d'abord un gros opérateur industriel. Au sein de cette fonction d'opérateur, on est un gestionnaire d'infrastructures. 106 000 km de lignes, 250 000 pylônes haute tension, des lignes souterraines en nombre, 2700 postes électriques en exploitation ou en co-exploitation avec la distribution. C'est un réseau qui nous appartient. Donc on est déjà un gros gestionnaire d'infra et on est responsable à la fois de sa maintenance et à la fois de son développement. C'est la raison pour laquelle on investit beaucoup. On est aussi l'entreprise qui est responsable du système électrique, donc de l'équilibre offre-demande en France. En fait, c'est l'entreprise qui est responsable des mouvements d'électricité sur le réseau et des imports et des exports entre nous et nos pays voisins. Ça, c'est une autre fonction, mais elle est très importante parce que c'est à travers cette fonction qu'on garantit l'équilibre offre-demande des Français et qu'on garantit à chaque Français qu'on a de l'électricité à chaque seconde. Donc ça, c'est notre fonction d'opérateur industriel et l'essentiel de nos salariés, de nos milliers de salariés sont consacrés à cette tâche d'opérateur industriel. On est aussi un éclaireur des décisions publiques. On est aussi connu et parfois très connu par les documents stratégiques et prospectifs qu'on produit. Le plus gros travail récent, c'était Futur énergétique 2050 qui a éclairé le débat public et les pouvoirs publics sur la manière dont on pouvait atteindre cette neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est une fonction historique que nous avons, que moi j'essaye de développer pour qu'on produise l'ensemble de la documentation qui permet un débat le plus éclairé possible et des décisions de politique publique les plus éclairées possibles pour ce qui concerne l'énergie et pour ce qui concerne l'électricité. On sait bien éclairer à la fois le débat public et à la fois les décisions publiques. Ça, c'est notre deuxième rôle. Et puis notre troisième rôle, c'est qu'on a une fonction globale que moi j'appelle d'optimisateur, c'est-à-dire qu'on fait toujours attention, nous, en tant que RTE, qu'à la fois notre infrastructure, mais à la fois ce que nous faisons sur les marchés de l'électricité, dans nos documents qui éclairent le débat et les décisions publiques, que finalement le système électrique coûte le moins cher possible à la collectivité, c'est-à-dire qu'on minimise autant que faire se peut son empreinte à la fois environnementale, climatique, mais aussi son empreinte économique. Et on a donc une fonction, et dans tous nos métiers, cette logique d'optimisation, elle est présente pour que la collectivité nationale profite au plus possible du système électrique le plus performant, mais aussi d'un système électrique qui a l'empreinte la plus faible, que ce soit en termes d'empreinte territoriale, mais aussi en termes d'empreinte économique. Merci. Donc, tu as évoqué beaucoup de sujets sur lesquels on va revenir ensuite. Tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur le sujet peut-être le plus technique pour bien comprendre comment ça se passe. Comment on équilibre le réseau d'électricité? Il faut que la demande soit exactement égale à l'offre à la minute près. Comment on fait ça? C'est magique?
Alors, c'est pas du tout magique, c'est beaucoup de travail. C'est très compliqué. On va pas pouvoir l'expliquer précisément dans un podcast, même si on avait 3 heures. Alors, je vais être simple et donc je vais faire des raccourcis. Ce que je vais dire, c'est pas tout à fait la vérité technique, mais en tout cas, c'est l'esprit. Ce qui équilibre l'offre-demande, c'est d'abord les marchés. Les marchés, les échanges de blocs d'énergie, que ce soit les marchés boursiers ou les échanges de gré à gré, sur un marché qui est ouvert et qui est libre, il est conçu pour que, a priori, le marché soit équilibré. C'est-à-dire que quand des acteurs à la fois consomment de l'énergie d'un côté et de l'autre côté en produisent, eh bien, il y a des systèmes de cordes de rappel, de comptage dont on a la charge, de pénalités qui vérifient que l'ensemble des acteurs qui jouent sur les marchés de gros sont équilibrés. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas vendre plus d'électricité qu'on en produit. Donc ça, c'est un premier grand mécanisme. Ça marche sur le marché en Europe et ça nous permet finalement d'équilibrer grosso modo la consommation et la production. Donc l'offre et la demande se rencontrent dans des conditions qui sont régulées et qui sont administrées et qui garantissent que grosso modo, ce qui va être consommé sera produit. Ça, c'est grosso modo. Et puis, comme la vie ne se passe jamais comme on l'avait complètement prévu, le système s'équilibre grosso modo, mais il n'est jamais équilibré très exactement. Et pour l'équilibrer très finement, il y a le rôle de RTE qui, dans sa fenêtre opérationnelle, le jour même de la consommation, pour faire simple, prend la main et a tout un tas de dispositifs pour régler finement l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est très simple. Si on trouve qu'on consomme un peu trop par rapport à ce qu'on avait prévu de produire, eh bien, donc on appelle des services. On achète de l'électricité, donc de la production, pour augmenter la production, ou alors on achète des services pour baisser la consommation sur des marchés qu'on a conçus. C'est l'effacement, c'est ça? Alors oui, donc on achète de l'effacement lorsque la consommation ne tombe pas exactement sur la production. Donc on peut acheter de manière symétrique des blocs d'effacement, comme on achète de manière symétrique des blocs de production pour effectuer ce réglage fin de l'équilibre offre-demande au moment de notre fenêtre opérationnelle. Et grosso modo, la fenêtre opérationnelle, c'est le jour même. Donc s'il faut retenir quelque chose, c'est les mécanismes de marché, c'est le fonctionnement du marché européen que nous administrons pour la France, qui permet aux acteurs d'être équilibrés et de faire correspondre grosso modo la consommation à la production. Et puis lorsqu'on arrive au moment du réglage fin, c'est RTE avec ses fonctions opérationnelles et ses dispatching qui prend la main et qui fait les réglages fins pour que la fréquence reste à 50 Hz sur le réseau français, mais aussi sur tout le réseau européen, parce qu'on est très interconnectés. C'est un équilibrage sur la fréquence. Donc, quand il y a trop d'offres, la fréquence est plus et au-delà de 50 Hz. Et inversement, quand il y a trop de demandes, c'est ça? Lorsque la consommation augmente, lorsqu'on consomme plus que la production, la fréquence baisse. Et donc, dans ces cas-là, lorsqu'on manque de production, soit on efface de la consommation, soit on appelle de la production supplémentaire. Donc effectivement, l'unité qui sert de point de repère, c'est la fréquence à 50 Hz. Et on manage cette fréquence à 50 Hz dans un gabarit très réduit, entre grosso modo 49,9 et 50,1. Ok. Et si il y a un pic d'offres, est-ce que c'est possible j'imagine, de stocker l'énergie? Et après, si on utilise tous ces moyens-là, quel est le moyen ultime? Est-ce qu'on peut jeter de l'électricité, mettre des fils dans la terre et se dire non, là, il y a une surproduction, là, où la consommation, en fait, a chuté de manière imprévisible? Ça arrive lorsque les prix deviennent négatifs parce qu'il y a trop d'électricité, il y a des moyens de production qui s'arrêtent. Donc, on peut arrêter des moyens de production parce que il y a beaucoup de moyens de production qui ont un coût marginal non nul. Et donc, si l'électricité doit être vendue à zéro, il y a plein d'acteurs économiques qui ont intérêt à stopper leur appareil de production plutôt que de le faire tourner.
Donc, il arrive qu'il y ait trop d'électricité. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a trop d'électricité? Donc, à ce moment-là, le prix spot, il tend vers zéro, par définition. Donc, effectivement, il y a des moyens de production qui peuvent s'arrêter. Mais enfin, le monde de l'électricité, c'est un monde de prévision. C'est-à-dire que il arrive que les prix soient nuls. Ça arrive en général la nuit. Mais nous, notre boulot aussi, c'est un boulot de prévision. Et les acteurs, l'ensemble des acteurs économiques qui jouent sur le marché de l'électricité, ils ont des formes de programmation parce qu'on est capable d'anticiper la consommation et la production, y compris des énergies renouvelables, parce que les modèles météo sont de plus en plus fiables. Et donc, oui, ça arrive que des fois, il y ait tellement d'électricité que les prix soient nuls. Mais de manière générale, les acteurs économiques s'organisent pour que la fonction de production corresponde grosso modo à la consommation et qu'on reste dans des gabarits de prix non nuls. Alors, l'ensemble du marché de l'énergie s'électrifie. À combien estimez-vous chez RTE la hausse de consommation liée aux nouveaux besoins? Je pense notamment à la voiture électrique ou alors au remplacement des systèmes de chauffage par des systèmes électriques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un pays qui consomme encore beaucoup de fossiles, puisque si on prend notre consommation d'énergie finale nationale, on consomme plus de 60% d'énergie fossile. L'électricité ne représente que 25%. Alors, certes, notre électricité est très décarbonée, parce qu'elle s'est construite dans les années 70, 80, 90, autour d'un gros appareil électronucléaire, mais cette électricité ne représente que 25% de notre consommation d'énergie. Et donc, 63% de notre consommation d'énergie, c'est des fossiles. Notre objectif commun, et ce à quoi on s'est engagé notamment à la COP de Paris, mais aussi dans les textes européens auxquels nous adhérons, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, il faut qu'en 2050, on évite et on ait quasiment supprimé l'ensemble de cette consommation d'énergie fossile. Je dis quasiment parce qu'on peut envisager quelques puits de carbone en 2050, mais grosso modo, il faut qu'on se déleste de cette consommation d'énergie fossile d'ici 2050. Et 2050, c'est demain matin, hein, c'est que dans 27 ans. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on se passe de cette consommation de 60% d'énergie fossile? Il y a deux grands leviers qu'il faut qu'on développe. Le premier, c'est la consommation de bioénergie. Alors, dans bioénergie, je mets le gaz issu de la méthanisation des produits organiques, je mets l'utilisation de la chaleur bois, etc., l'incinération des déchets, la récupération de chaleur, etc. Donc ça, c'est une première famille, et ça, c'est une famille de sources d'énergie qu'il faut qu'on fasse augmenter. Et le deuxième moyen de se décarboner, c'est l'électricité, donc c'est l'électrification des usages. L'électrification des usages, c'est assez simple. Ça consiste à remplacer beaucoup d'usages thermiques fossiles d'aujourd'hui par l'utilisation de l'électricité. Pour ça, il y a deux bons exemples. Le premier, c'est donc effectivement la mobilité individuelle. Donc, c'est remplacer nos voitures thermiques par des voitures électriques à 100%. Ça peut être aussi des exemples dans le chauffage. Alors, nous, dans nos scénarios prospectifs, on voit deux mouvements et on envisage deux mouvements. Le premier mouvement, c'est qu'il faut qu'on consomme globalement moins d'énergie. Et ça, donc, on peut le faire en faisant de l'efficacité énergétique. En tendance, technologiquement, tous les appareils que nous utilisons, qu'ils fonctionnent d'ailleurs encore au fossile ou à l'électricité, ont tendance à consommer moins d'énergie. On peut aussi réduire notre consommation d'énergie en décidant d'être sobre. Mais ça, c'est pas à moi de le décider, c'est aux Français et aux Européens. Donc en tendance, notre consommation globale d'énergie aura tendance à baisser. Mais au sein de cette consommation d'énergie, je vous ai dit qu'il fallait qu'on développe les bioénergies d'une part et l'électricité, donc l'électrification d'autre part. Et donc la part de l'électricité dans notre consommation d'énergie va considérablement croître. Nous, nos hypothèses, c'est qu'on arrive à faire 40% d'efficacité énergétique d'ici 2050. En revanche, au sein de cette énergie qu'on va consommer demain, il faut qu'on s'électrifie et donc la part de l'électricité a vocation à passer de 25% aujourd'hui, chiffre 2020, à plus de 55% d'ici 2050.
2050. Donc ça veut dire que l'électricité va devenir la source d'énergie majoritaire de la neutralité carbone. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on devient la source d'énergie majoritaire du pays et de l'Europe demain, c'est la raison pour laquelle ces secteurs de l'électricité sont aussi stratégiques. C'est aussi la raison pour laquelle il y a autant de débats sur le mix énergétique français, sur le mix énergétique européen. C'est aussi la raison pour laquelle nous, en tant que gestion d'infra, on a autant de défis parce que cet appareil de production, il va muter et cette consommation, elle va changer. Et ça nous fait donc beaucoup de travail d'ici 2050. Et donc sur le réseau, est-ce qu'on a besoin davantage d'investissements pour maintenir une capacité du réseau pour pouvoir transporter toute cette énergie supplémentaire? J'ai entendu parler d'un plan d'investissement de 3 milliards en 2023, soit une hausse de 10% par an, c'est ça Oui, aujourd'hui, RTE investit un peu moins de 2 milliards d'euros par an sur le réseau, de l'ordre de 1,7 milliard, 1,8 milliard. On va dépasser 2 milliards d'euros d'investissement sur le réseau public de transport d'électricité français en 2024. On devrait dépasser 3 milliards d'euros par an d'investissement un peu avant 2030. Et aux alentours de 2035, on devrait dépasser 4 milliards d'euros par an. Donc effectivement, les trajectoires d'investissement chez nous, mais aussi chez nos collègues qui s'occupent à la fois de la production d'énergie ou de sa distribution, l'ensemble de ces investissements sont en croissance considérable, mais c'est bien normal. Je le redis, dès lors que l'électricité passe de 25% de part de marché à plus de 55%, c'est normal que ça ait un impact considérable à la fois sur ceux qui la produisent, mais aussi sur ceux qui sont en charge de transporter, de gérer ces mouvements d'électricité dans le pays, et c'est notre cas. Donc c'est la raison pour laquelle nos investissements croissent de manière considérable. Et comment vous faites pour déployer ces investissements? Est-ce que vous avez des équipes techniques en interne qui travaillent sur la construction et la maintenance du réseau, ou alors est-ce que vous passez par des marchés de travaux Alors, chez RTE, on a donc une maintenance qui est réalisée au moins pour ses premiers niveaux en régie. Pour ce qui relève du renouvellement du réseau et de son développement, bien évidemment, nous sommes un gros maître d'ouvrage et donc nous ne déléguons pas notre maîtrise d'ouvrage. Nous avons une très grosse ingénierie qui fait de la maîtrise d'œuvre, à peu près 1200 salariés. En revanche, la construction des ouvrages neufs, elle est déléguée à des entreprises. Voilà. Donc, nous prenons en charge notre maîtrise d'ouvrage, l'essentiel de notre ingénierie, donc de notre maîtrise d'œuvre, et nous passons des marchés avec un certain nombre de prestataires fournisseurs pour la construction des lignes neuves ou pour leur renouvellement. Merci. Alors, on va venir maintenant un peu plus sur le sujet du prix de l'électricité. Pourquoi le prix de l'électricité s'est-il envolé en 2022 ? Wow. Question compliquée pour une réponse courte. Le prix de l'électricité s'est envolé en 2022. Alors déjà, il s'est envolé partout en Europe, mais il s'est plus envolé en France qu'ailleurs. Je vais m'intéresser à la France. Les prix de l'électricité sur le marché de gros français, donc le prix spot, il a été marqué par 3 crises. La première crise, ça a été la crise du gaz. Donc, la guerre en Ukraine a eu des impacts sur les marchés mondiaux de gaz, puisqu'il y a eu un arrêt progressif des approvisionnements en gaz russe. Et dès lors que le marché de l'électricité, donc, est un marché marginaliste, c'est-à-dire que le prix de l'électricité au spot se cale sur la dernière centrale appelée en Europe, dès lors que le prix du gaz explose, eh bien, la dernière centrale appelée donc, est en général une centrale à gaz en Allemagne. Et dès lors que le prix du gaz devient très cher, eh bien, le prix de l'électricité au marché de gros devient très cher. Donc ça, c'est une première raison. Le prix du gaz, issu des conséquences de la guerre, a fait flamber les prix de l'électricité. Deuxième raison, vous en avez entendu parler dans la presse,
la France et l'Europe d'ailleurs a traversé en 2022 et va traverser en 2023 une période de sécheresse. Il a très peu plu, il a très peu neigé et ça a une influence sur la production hydraulique. Et la France n'est pas un très grand pays donc hydraulique, mais enfin a quand même beaucoup de production d'hydroélectricité, donc essentiellement dans les Pyrénées et dans les Alpes. Et donc ça, bien évidemment, le manque d'eau, ça a un impact sur les volumes d'énergie qu'on peut produire, sur les volumes d'électricité qu'on peut produire, et bien sûr, ça a un impact sur l'offre. Donc ça, c'est la deuxième crise. Ça a été une crise de l'hydraulique. On n'a jamais aussi peu produit d'hydroélectricité depuis 1976, qui reste dans nos esprits comme la dernière très très grande sécheresse. Et puis il y a une crise dans le nucléaire français, essentiellement issue de deux phénomènes qui n'étaient pas prévisibles. Le Covid qui a beaucoup désorganisé les plannings de maintenance sur l'appareil électronucléaire français et qui a rendu les tranches pas très disponibles. Et puis la découverte d'une pathologie qui n'était pas prévisible honnêtement, qui est la corrosion sous contrainte, qui sont des fissures dans un certain nombre de tuyaux et qui a conduit EDF à mettre à l'arrêt un certain nombre de tranches. Donc on a cumulé trois crises. La crise du gaz qui a fait flamber les prix en Europe, une crise sur l'hydroélectricité qui a rendu cette électricité produite par les barrages plus rares, et enfin beaucoup moins de production nucléaire que ce qu'on pouvait prévoir. Donc le cumul de ces trois phénomènes a fait que les prix des marchés de gros se sont envolés et que bien évidemment ça a eu malheureusement une répercussion sur les entreprises européennes et sur les entreprises françaises qui, contrairement à l'essentiel des ménages français, sont très exposés au prix de l'électricité sur les marchés. Merci. Je voulais revenir sur le fonctionnement du marché de l'électricité français européen. Je voulais savoir s'il y avait un projet de réforme en cours, des discussions peut-être à la Commission européenne, et quel est le rôle de RTE dans ces discussions? Alors oui, il y a une réforme du market design, comme on dit, sur la scène européenne. Il y a même une proposition de la Commission qui est en cours de construction. Il y a eu récemment une concertation lancée par la Commission auprès de l'ensemble des États et de l'ensemble des acteurs de l'énergie pour leur demander quel était leur avis sur cette réforme du market design. Donc c'est en cours. Et ça fait suite à l'évolution des prix de 2022, c'est ça? Oui, c'est une des conséquences de ça, c'est-à-dire que le marché européen, qui était un marché marginaliste, et pour le dire en français, qui conduisait à ce que les prix de gros de l'électricité se calent finalement sur des prix in fine, soit du gaz, soit du charbon. C'est un marché qui fonctionnait plutôt bien dès lors qu'on disposait donc d'assez de gaz et d'assez de charbon. Dès lors qu'on rentre dans un monde de pénurie de gaz, on voit que c'est un marché qui commence à mal fonctionner. Donc l'enjeu du market design, c'est de se dire que un pays comme la France est capable de produire de l'électricité décarbonée plutôt à bas coût, et qu'il faudrait que les prix se rapprochent des coûts pour faire profiter à la fois les ménages et les industriels du fait que la France est capable de produire de l'électricité décarbonée à bas coût. Donc l'idée, c'est de trouver des mécanismes de marché qui tendanciellement rapprochent les prix de vente de l'électricité vers les coûts de production. Alors, le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça, probablement en autorisant chaque pays de l'Union à mettre en place des mécanismes de régulation de ces prix. Il y a plusieurs outils qui sont à disposition, des contrats à long terme entre les producteurs et les consommateurs, aussi ce qu'on appelle des contrats pour différence, c'est-à-dire des prix de production de l'énergie décarbonée qui seraient régulés. Donc tout ça est en cours de discussion. À la fois, c'est en cours de discussion au sein de la scène française pour aligner l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette réforme des marchés. Et puis c'est en cours de discussion sur la scène européenne entre les pays, parce que il faut se le dire, tous les pays ne sont pas alignés sur l'économie générale d'une réforme du market design. Donc, les discussions vont bon train. Tout ça est bien évidemment
sollicité, orchestré, challengé par les services de la Commission, que ce soit la DGNR ou la DG Comp. Comment vois-tu le marché de l'électricité d'ici 10 ans? Ça, c'est impossible à dire. Moi, je ne suis pas capable déjà de dire ce qui sortira de la réforme de ce market design en Europe. Donc, je ne le vois pas encore clairement. Ce que je vois et ce que je sais, c'est que nous avons bénéficié quand même d'un bon alignement politique, à la fois en Europe et en France, sur le fait que la stricte indexation du marché de l'électricité sur des énergies fossiles n'était pas un mécanisme pérenne. Donc, techniquement, l'indexation des prix de gros de l'électricité sur des énergies fossiles n'est pas un problème en soi, à condition que les pays ou que l'Europe ait la capacité de réguler et donc de corriger les prix a posteriori. Voilà. Alors, j'ai oublié de parler de ce que faisait RTE là-dedans. RTE a, comme on l'a montré dans nos analyses prospectives, des grosses capacités d'expertise et de modélisation en matière d'économie. Et nous nous sommes sollicités pour modéliser finalement le fonctionnement des marchés européens à court moyen terme en fonction de telle ou telle option, selon qu'on développerait plutôt les PPA, donc les contrats à long terme, ou plutôt les contrats pour différence. Donc nous, on modélise beaucoup et donc on est capable de modéliser le fonctionnement des marchés de gros au prix spot. Finalement aussi là pour éclairer la décision publique et donc la manière dont les autorités françaises ou dont les entreprises françaises se positionnent à l'égard des différents scénarios du market design qui vont être sur la table. D'accord. Donc, pour revenir peut-être sur ces deux types de contrats, le PPA, donc c'est un contrat de fourniture finalement assez classique d'électricité, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'est un contrat de différence. Alors, un contrat pour différence, c'est un mécanisme régulatoire qui consiste à garantir à un producteur un revenu et d'être dans une forme de gabarit de rentabilité. C'est ce qui se passe sur les énergies renouvelables aujourd'hui, donc c'est un modèle très connu. Aujourd'hui, si vous êtes un développeur d'énergie renouvelable et que vous allez bénéficier d'un système qu'on appelle marché plus prime, ça vous garantit que votre parc d'énergie renouvelable va être rentable parce que vous allez pouvoir vendre son électricité sur les marchés. Si vous la vendez beaucoup plus cher que ce qui est prévu, et donc si vous dépassez votre plafond régulatoire, eh bien, la part de vente qui dépasse ce plafond vous est reprise. En revanche, ça vous garantit que vous ne pouvez pas vendre trop à perte. Donc, vous avez une sorte de prix de production centré avec un max et un min. Et donc, ça veut dire que vos revenus seront dans ce gabarit entre ce max et le min. Donc, ça limite les risques vers le bas. Donc, ça limite le risque d'avoir donc un investissement qui n'est pas rentable sur le long terme. Et ça permet aussi à la puissance publique de récupérer ce qu'on appelle la rente inframarginale, c'est-à-dire de récupérer ce que ces producteurs auraient gagné si les prix de vente sur le marché de gros dépassent le plafond qui est fixé par la régulation. Ce qui s'est passé l'année dernière. Ce qui s'est passé l'an dernier sur les énergies renouvelables. Absolument. On va parler maintenant un peu plus de sujets d'actualité, notamment sur cet hiver. Il y a eu beaucoup de craintes en été 2022, automne 2022, sur comment allait se dérouler l'hiver 2022-2023, des craintes de coupure. Je rappelle que des universités ont prolongé les vacances de Noël, ont annoncé des prolongements de vacances de Noël pour baisser leur consommation d'électricité, mais aussi des entreprises qui sollicitaient du télétravail. Alors que finalement, nous n'avons pas connu de coupure ni même de situation tendue. Pourquoi ? Est-ce dû à un hiver doux ? Bon, alors déjà, on a commencé l'hiver au mois de septembre-octobre
en sachant que la production donc d'électricité française serait historiquement basse. D'ailleurs, le bilan électrique qu'on a publié il n'y a pas très longtemps sur l'année 2022, qui ne couvre qu'une partie de l'hiver, le montre. En matière d'hydroélectricité, on n'a jamais aussi peu produit depuis 1976. En matière de nucléaire, on n'a jamais aussi peu produit que depuis 1988. Bon, en fait, la France a produit très peu d'électricité. D'ailleurs, en 2022, elle a été importatrice nette, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, on n'a pas assez produit d'électricité. Et quand on est dans un monde comme ça, eh ben, bien évidemment, si on ne baisse pas sa consommation, donc on s'attend à ce qu'il y ait des déséquilibres graves. Et la phase ultime de ce déséquilibre, c'est de nous conduire, nous, à faire des délestages tournants, des procédures organisées, prévues. C'est pas un drame et c'est pas très agréable. Donc on a commencé l'hiver comme ça. Il y a deux choses qui se sont passées qui, dans ces proportions, n'étaient pas tellement prévisibles. D'une part, les Français ont considérablement baissé leur consommation. Donc d'abord pour des questions de signal-prix, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'entreprises qui sont exposées au marché. Dès lors que l'électricité devient très chère, tout le monde fait très attention et tout le monde a tendance à consommer moins. Donc ça, c'est l'élasticité prix. De combien environ Le chiffre qu'on peut retenir, c'est que pour les industriels, donc ceux qui utilisent l'électricité dans leur process de production, la baisse de cet hiver est de l'ordre de 12%, donc c'est énorme. Donc, il y a eu ce phénomène de signal-prix et vous citiez des universités qui n'avaient pas réouvert. Il y a beaucoup d'universités qui n'ont pas réouvert leurs portes parce que l'électricité était d'abord très chère. Et puis, le gouvernement et nous-mêmes aussi donc, avons lancé des campagnes de communication pour inciter les ménages à être sobres. Et là aussi, ça a eu un effet. Ce qui fait qu'au final, la consommation nationale a baissé de l'ordre de 8 à 9% et c'est absolument considérable. Et même si on le souhaitait, on pouvait décemment pas s'attendre au mois d'octobre à ce que la consommation nationale baisse dans ses proportions. Alors c'est à la fois une mauvaise nouvelle économique pour les process industriels et c'est à la fois une bonne nouvelle pour les ménages qui ont pris conscience qu'être sobre, ça pouvait participer à la gestion du système électrique. Donc il s'est passé cette première chose. Et puis il y a une deuxième chose qui s'est passée. Lorsqu'il fait chaud, les Français se chauffent moins et donc ça nous permet de mieux passer les pointes électriques. Et en France, pendant l'hiver, il y a 2 pointes électriques. Il y a donc un plateau du matin, grosso modo de 8h à 12h. C'est le moment où tous les immeubles tertiaires, toutes les entreprises démarrent et commencent à se chauffer. Et il y a la pointe du soir qui est mieux connue à 19h00, qui est le moment où l'ensemble des commerces fonctionnent encore et n'ont pas encore fermé. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore et il y a aussi tout un tas de Français qui sont déjà rentrés chez eux, qui allument le chauffage, qui commencent à faire à manger, qui lancent une machine à laver. Et donc, c'est ce moment de recouvrement de toutes les consommations nationales qui, au mois de janvier, lorsqu'il fait nuit tôt, génère un pic. Et donc, notre enjeu pour nous, pendant l'hiver, c'est bien de passer ces 2 pics, le plateau du matin de 8 à 12 et cette pointe de 19h. Alors, la France a été sobre, à la fois pour des questions de signal-prix, donc elle a baissé à ce titre sa consommation, elle a été sobre volontairement, un peu citoyennement. Et donc à la fin, cette baisse de la consommation considérable, ça nous a permis jusqu'à présent de passer l'obstacle. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de signal EcoWatt rouge. Tu as parlé d'EcoWatt, donc c'est une application qui permet de mesurer la tension de la situation sur le réseau. C'est une application web et mobile qui est téléchargeable par tout le monde et qui permet aux Françaises et aux Français de connaître la situation sur le réseau pour adapter leur consommation. Sait-on combien de Français l'utilisent ? C'est difficile de savoir combien de Français l'ouvrent tous les jours. Forcément, depuis qu'on sort de l'hiver, je suppose que moins de Français l'ouvrent tous les jours. En tout cas, ce qu'on sait, c'est le nombre de téléchargements. Donc, il y a eu plus de 3 millions de téléchargements. Donc, l'application EcoWatt, elle est présente sur 3 millions de smartphones en France. C'est une application qui, effectivement, indique de manière très simple et très pédagogique le niveau de tension sur le système électrique. Si le signal est vert, ça veut dire qu'on consomme raisonnablement en face de la production qu'on est capable de fournir.
Alors je dis production pour faire simple, en fait, il faut ajouter la production nationale plus les importations que nous sommes capables de faire tous les jours. Si Signal est orange, ça veut dire que le système électrique manque de marge. Nous sommes limite et nous, qui gérons la fenêtre opérationnelle en temps réel, on est obligé de faire appel à des moyens de sauvegarde particuliers que les Français ne ressentent pas. Mais c'est une alerte et c'est le signal orange. Et puis le signal rouge a une signification très simple, c'est que si nous ne baissons pas encore plus notre consommation lors des pointes de consommation prévues, eh bien, nous serons contraints de faire des délestages, donc des coupures tournantes. Et c'est ça le sens d'EcoWatt. C'est une forme de bison futé de l'électricité. Faire comprendre aux Français que le système électrique, c'est des creux et des pics de consommation et que lorsqu'on manque de production et qu'on s'apprête à consommer trop, il faut qu'on fasse attention au bon moment et aux bonnes heures. C'est la raison pour laquelle on a fait beaucoup de communication sur les usages. Ne pas chauffer les bâtiments tertiaires au mauvais moment et lorsqu'on rentre chez soi, donc à 19h, faire attention et si on veut consommer beaucoup d'électricité, plutôt attendre 19h30 et 20h. D'accord. Est-ce qu'on est passé sur des signaux orange durant cet hiver ou on est resté Non, vert? on a émis un signal orange le 4 avril 2022 parce qu'on avait un petit problème, on manquait de marge sur l'équilibre offre-demande. On n'a pas eu besoin d'émettre un signal EcoWatt orange jusqu'à présent, essentiellement parce que la France a fait un gros effort de baisse de consommation. Alors, c'est un effort subi parce que les prix étaient très élevés, mais on sait aussi, même si on n'est pas capable de le mesurer très précisément pour le moment, que c'est issu des campagnes de communication qui ont convaincu des Français de faire des gestes particuliers pour consommer moins. Ok. Donc, on comprend pourquoi il peut y avoir des tensions sur le réseau en hiver et pourquoi il n'y en a pas eu cet hiver. Mais est-ce qu'il peut y en avoir l'été prochain et pourquoi? Alors oui, il peut y en avoir l'été prochain. Oui, il peut y en avoir à n'importe quel moment, mais... Il peut y en avoir tout le temps. Il peut y en avoir tout le temps, tout simplement parce qu'il peut y avoir des avaries sur le réseau ou des avaries sur des groupes de production. Il suffirait que 2 ou 3 réacteurs nucléaires tombent en avarie suite à une panne technique pour qu'on ait un problème d'équilibre offre-demande. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en hiver, il y a l'élément température qu'on n'a pas en été. Oui, après, il y a 2 paramètres qui sont importants à prendre dans l'équilibre offre-demande. C'est la ressource en eau, je le disais, et puis c'est la météo, parce que les énergies renouvelables, elles fonctionnent en fonction de la météo, et notamment si l'été va être venteux ou pas. Donc, normalement, il y a beaucoup moins de sujets d'équilibre offre-demande pendant l'été que pendant l'hiver. Donc et en 2022, on n'a pas eu un été très venteux, il me semble. Cette règle, elle reste de mise. Oui, l'année 2022 n'a pas été une année formidable en termes de vent. L'éolien français a produit en 2022 plus qu'en 2021, quand même, parce qu'on a ouvert des nouveaux parcs. Donc, il y a de manière traditionnelle et je dirais normalement moins de problèmes de sécurité d'approvisionnement pendant l'été que pendant l'hiver. Donc, en France, la période qui reste critique, c'est l'hiver, même si on peut rencontrer, pour les raisons que j'ai citées, disponibilité du parc nucléaire, ressources en eau et vent, quelques moments de tension pendant l'été. La mobilisation et la sensibilisation qui est la plus importante, c'est la consommation d'électricité pendant l'hiver, parce que c'est à ce moment-là qu'on rencontre les pointes de consommation les plus importantes. Et c'est pendant l'hiver que les variations de consommation d'électricité pendant la journée sont les plus importantes. C'est pendant l'hiver qu'il y a le plus d'amplitude, finalement, dans les trajectoires de consommation journalière. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenir notre application EcoWatt. On va même l'enrichir de nouveaux services dont je ne peux pas encore parler parce que les choses ne sont pas complètement décidées, pour que EcoWatt reste un instrument pérenne de signal sur le bon fonctionnement du système électrique français, parce qu'on sait que même si le parc nucléaire ira mieux dans quelques mois et dans quelques années,
Il suffirait qu'un hiver soit très froid pour qu'on retrouve des situations de tension critique sur le système électrique français. Ça, on ne le veut pas. Et on sait qu'avec des gestes citoyens et des gestes au bon moment, les Français sont capables de passer nos pics. Il suffit de suivre le signal EcoWatt. D'accord, merci. J'aimerais qu'on parle maintenant de la guerre en Ukraine, la situation en Ukraine. Il me semble que donc, l'État français a aidé l'Ukraine sur plusieurs sujets, et notamment sur des sujets énergétiques. Et je voulais savoir quel a été le rôle de RTE là-dedans. Alors nous, sur cette question de guerre en Ukraine, on a fait essentiellement deux choses. On est assez proche du gestionnaire du réseau de transport ukrainien, on les connaît bien, et on a été la cheville ouvrière de la synchronisation du réseau ukrainien au réseau de l'Europe synchrone au mois de février-mars dernier, en 2022, au tout début de la guerre. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine nous demandait à être synchrone pour stabiliser son réseau et, le cas échéant, pour, en cas d'urgence, pouvoir importer rapidement de la puissance électrique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a réussi à synchroniser en 3 semaines, c'est-à-dire dans des délais techniques absolument records, le réseau européen à 50 Hz avec la plaque ukrainienne. Et à cet égard, RTE a été vraiment la cheville ouvrière de cette synchronisation du réseau ukrainien, d'Ukrainergo, au réseau synchrone 50 Hz européen. Donc ça, c'est la première chose que nous avons faite. D'ailleurs, depuis, l'Ukraine est capable d'importer tous les jours de la plaque européenne 600 MW d'électricité pour stabiliser son propre réseau, qui lui est désynchronisé du réseau russe. Et puis nous avons aussi œuvré pour la solidarité, comme beaucoup de nos collègues européens, en leur envoyant du matériel, puisque le réseau électrique ukrainien est très bombardé, donc il est devenu en très mauvais état. Et donc nous avons envoyé beaucoup de matériel pour que nos collègues ukrainiens puissent faire tous les travaux de réparation nécessaires. Et on continue à le faire d'ailleurs, sous la coordination du ministère des Affaires étrangères. Nous les Français, mais aussi nos collègues allemands, polonais, italiens, espagnols, tout le monde se mobilise pour leur envoyer le plus de matériel possible pour que le réseau de transport d'électricité ukrainien retrouve des couleurs. C'est assez fabuleux de voir toute cette coopération en marche pour aider l'Ukraine. Merci. Donc on va bientôt clôturer ce podcast. Mais avant cela, j'ai 2 questions à te poser. Quelle est la crise la plus importante que tu as dû gérer en tant que président du directoire de RTE et comment l'as-tu résolue ? Bon, ça, c'est une question difficile. Heureusement, on ne rencontre pas des crises mondiales tous les jours. Probablement que le moment le plus compliqué était de gérer et d'anticiper cet hiver électrique, parce qu'on savait que la France produirait très peu, et comme on avait beaucoup d'incertitudes sur la météo parce qu'on ne la connaissait pas, l'entreprise s'est complètement mobilisée du sol au plafond, à la fois pour rendre le réseau le plus disponible possible pour qu'il n'y ait pas d'avarie, mais aussi pour, je l'ai dit, convaincre les Français de consommer moins, concevoir EcoWatt, de diffuser, etc. Alors, ce n'était pas une crise en tant que telle, mais enfin, bien évidemment, ça a conduit à ce qu'on sonne la mobilisation générale dans l'entreprise. Donc, si je ne devais retenir qu'une crise, ou en tout cas qu'une mobilisation générale, c'est ce moment du début de l'hiver 2022-2023, donc c'est entre le mois d'août et le mois d'octobre-novembre. Comme président, voilà, je pense que c'est ce qui nous a mobilisé le plus jusqu'à présent. D'accord. Et j'ai oublié l'autre partie de la question. Oui, l'autre partie de la question, c'était comment tu l'as résolu. Alors, comment je l'ai résolu ? Moi, je sais qu'on a énormément contribué à la sensibilisation des Français sur la question de la consommation d'électricité. Je crois d'ailleurs que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on arrive à capitaliser. Le système électrique, c'est un sujet compliqué techniquement, c'est un sujet compliqué physiquement. Et donc, faire comprendre aux Français que
L'électricité, ça a du mal à se stocker parce que le stockage industriel d'électricité, c'est très cher et qu'il faut à chaque seconde qu'on équilibre l'offre et la demande. Déjà, faire comprendre ça, c'est beaucoup. Et après, donc, aller jusqu'à convaincre les Français et les entreprises de faire des gestes particuliers pour qu'on arrive à garantir cet équilibre, c'est un deuxième défi. Bon, moi, je crois qu'on a réussi à passer ces deux défis. On a commencé à faire comprendre quels étaient les enjeux du système électrique d'une part, et on a commencé à faire comprendre qu'on était capable de gérer notre consommation et que potentiellement, ça ne faisait pas mal. Il y a plein de Français, il y a plein de familles qui se sont mobilisées sur la manière dont elles consommaient leur électricité. Notre appli EcoWatt a réuni 300 partenaires, des plus grandes entreprises françaises, les plus grandes collectivités françaises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont prises au jeu et qui ont développé au sein de leur process industriel des modes pour économiser l'électricité au bon moment. Bon, ça, je crois qu'on a réussi à faire ça. D'une part, faire comprendre comment le système électrique fonctionne et quels sont ses défis, très opérationnels. Et puis, faire comprendre que on est capable de mieux lisser sa consommation d'électricité et que ça, c'est bénéfique à tous. Ça évite finalement de consommer trop d'électricité. Ça a donc un impact sur le portefeuille des entreprises et des ménages. Et puis, ça aide en tant que tel le système électrique. Et ça, je crois qu'on a passé ce cap-là. Donc, avoir passé ce cap-là, j'en suis plutôt content et plutôt fier. D'accord. Ça m'amène en fait à une autre question. On en est où sur les projets de stockage d'énergie en France pour lisser justement la consommation? Il y a tout un tas d'acteurs qui font du stockage en France déjà. Il y a beaucoup d'opérateurs qui développent des batteries stationnaires chimiques qui sont très adaptées à la production solaire parce que c'est du chargement-déchargement plutôt rapide. Donc ça existe. Donc RTE a lui-même développé un projet très expérimental qui s'appelle Ringo et qui consiste à avoir des systèmes d'énormes batteries industrielles qui fonctionnent en réseau pour coordonner les charges et décharges de ces différentes batteries en différents points du territoire français. Bon, ça existe et ça se développe. Et en fait, ça se développe en fonction de l'espace économique dont ces moyens de stockage bénéficient en participant au marché, aux services systèmes, aux réglages, dont on a besoin. Et puis en France, en ce moment, il y a une grande dynamique sur l'hydrogène. Alors ça, l'hydrogène, c'est un moyen de stockage massif de l'électricité, pas à court terme, mais à moyen long terme. Il y a beaucoup de projets de production d'hydrogène par électrolyse en France, déjà pour se substituer au mode de production d'hydrogène classique pour l'industrie et pour remplacer l'usage des hydrocarbures pour produire de l'hydrogène. Et puis dans une deuxième phase, pour produire de l'hydrogène par voie d'électrolyse, pour stocker cet hydrogène et pour reconsommer cet hydrogène lorsqu'on en aura besoin pour produire de l'électricité. Donc à travers un système de pile à combustible ou tout simplement donc en utilisant l'hydrogène dans une centrale thermique qui est conçue pour. Donc il y a des moyens de stockage qui se développent aujourd'hui déjà. Il y a des marchés, il y a des investisseurs, il y a des opérateurs, il y a de l'espace économique. Bien évidemment, l'enjeu demain dans un mix énergétique avec plus d'énergie renouvelable, c'est d'arriver à concevoir des moyens de stockage long terme. Et les moyens de stockage long terme pour gérer d'une saison à l'autre ou pour gérer d'une année à l'autre, parce qu'il y a des années avec beaucoup de vent et des années sans vent, eh bien là, c'est plutôt l'hydrogène, et donc c'est l'électrolyse, et donc travailler sur les moyens de stockage massif de cet hydrogène pour qu'on reconsomme cet hydrogène pour faire de l'électricité quand on en aura besoin. Et donc ma deuxième question finalement, et ma dernière question, quelle phrase, conseil, proverbe tu pourrais donner à nos auditeurs, notre communauté Infravenir? Un conseil de carrière? Oui, voilà, un conseil de carrière. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait envie, parce que finalement, l'envie, c'est le meilleur driver pour être efficace, c'est le meilleur driver pour être bon, c'est le meilleur driver pour être épanoui. Donc faites ce qui vous fait envie. Et moi, je trouve que le monde des infrastructures et plus largement le monde des utilities, c'est un monde dans lequel on peut trouver
énormément de choses passionnantes parce que ça vient rencontrer beaucoup de défis, des défis de transformation du territoire, des défis technologiques, des défis d'investissement, des défis de financement, des défis de consommation. Et donc moi je trouve que ce monde des infra et des utilities est assez passionnant parce que on y rencontre finalement l'ensemble des défis de la société française. Donc trouvez quelque chose qui vous plaît dans ce monde-là, des infra, et surtout faites ce qui vous plaît. Merci beaucoup Xavier Piéchazic de nous avoir accordé cette interview. Merci à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.